L'équipe de secours demandée à Dubaï, descente d'urgence en cours. 22 minutes après le décollage, Mettez votre masque. les pilotes d'un transport de fret font face à un péril mortel. Un cockpit envahi de fumée est une situation terrifiante. Vous voyez quelque chose? Rien du tout. Ça ne peut pas être pire. Les pilotes ont besoin d'être guidés, et vite. Dites-moi quoi faire. Quelle altitude, quelle vitesse, quel cap. Les aiguilleurs du ciel sont leur seul espoir. Dites-lui exactement ce que je dis quand je le dis. Il est presque impossible de saisir l'ampleur de la tâche. 300 pieds, n'importe quelle piste. S'il ne règle pas le problème, il va y avoir un accident catastrophique. Le soir tombe sur Dubaï, la ville du désert. Les tours les plus hautes du monde scintillent au soleil couchant. Dans le ciel, un 747 de transport de fret s'envole de l'aéroport international de Dubaï. Pilote automatique engagé. Après le décollage, l'équipage d'UPS-6 peut laisser le pilote automatique gérer la plus grande partie du vol. Il se prépare à une longue nuit. Je ne me lasse pas de cette vue. L'officier pilote de ligne, Matthew Bell, est aux commandes. C'est un ancien marine qui travaille chez UPS depuis 4 ans. Excellent décollage au fait. Vous avez un bon toucher sur les manettes. Le commandant Doug Lempe est lui aussi un professionnel chevronné. Il est chez UPS depuis 15 ans et compte plus de 4000 heures de vol sur le 747. Tous deux étaient considérés comme des aviateurs de grande expérience. L'immense soute du gros porteur est remplie de 103 tonnes de cargaison à destination de l'Allemagne. C'est un voyage de 4800 km vers le nord-ouest. Parti des Émirats arabes unis, l'avion survolera Bahreïn et le Moyen-Orient avant de traverser l'Europe et d'atterrir à Cologne. Dubaï est l'un des pôles de fret majeurs au Moyen-Orient et dans le monde. Il y a beaucoup de déplacements de fret la nuit. Pendant qu'on dort, au-dessus de notre tête, des milliers d'avions transportent des cargaisons qui seront livrées le lendemain. Pendant son ascension, le 747 pénètre dans l'espace aérien de Bahreïn. Le commandant règle sa radio pour contacter la tour de contrôle locale. Bahreïn, UPS 6. On monte au niveau de vol 320. Très bien, UPS 6. Ici Bahreïn, vous êtes en contact radar. UPS 6 en contact radar. Merci. Richard Phillips est responsable de l'avion. L'espace aérien est encombré. On change de fréquence constamment. On parle à beaucoup de contrôleurs quand on traverse ce secteur. 21 minutes après le décollage, l'avion vole à 31 000 pieds. Feu, pont principal avant. Une alarme retentit. La cargaison est en flammes. Je prends les commandes. Vérifiez la checklist. Ok. Feu pont principal avant. Atterrissez sur l'aérodrome le plus proche. Incendie sur le pont principal. Je dois atterrir au plus vite. En cas d'incendie dans un avion, l'équipage doit atterrir immédiatement. Les feux bénins n'existent pas. Doha est à vos 10 heures et 160 km. C'est assez près? Richard Phillips demande à l'équipage s'il veut atterrir sur un aéroport peu éloigné. Mais le commandant a une autre idée. Si on faisait demi-tour pour rentrer à Dubaï, je déclare une urgence. Il veut retourner à l'aéroport d'où ils ont décollé. Ils connaissaient les lieux, ils avaient les cartes, il y a des pistes géantes, des pompiers très bien équipés, un bon contrôle aérien.
Phillips trouve rapidement une route pour ramener le vol 6 à Dubaï. UPS 6, virez à droite au cap 090. Virage à droite, 090. Il leur faudra 25 minutes pour parcourir les 333 km jusqu'à Dubai International. Équipe de secours demandée à Dubaï, descente d'urgence en cours. À Bahreïn, la charge de travail de Richard grimpe en flèche. Vol Iraqi Airways 10, descendez au niveau de vol 27 000. C'est son boulot de dégager l'espace aérien autour du PS-6. Iraqi Airways 10, virez à droite 10 degrés, j'ai une descente d'urgence. Quand un avion déclare une urgence, n'importe où dans le monde, toutes les altitudes, les destinations, les caps, les espaces aériens lui sont ouverts. Dubaï 70, virez à gauche 190. Peu importe, le ciel lui appartient. 2 et 3 éteints. L'officier pilote de ligne active le système d'extinction d'incendie et dépressurise la soute. La manœuvre siphonne l'oxygène, ce qui devrait étouffer les flammes. L'avantage des transports de fret, c'est qu'on peut priver un incendie d'oxygène, l'un des 3 éléments vitaux d'un feu. Mettez votre masque. Les masques disposent d'une réserve de 2 heures d'oxygène, au cas où de la fumée pénétrerait dans le poste de pilotage. La checklist précise qu'il faut porter son masque. On n'a pas le choix. Quand il y a le feu, il faut pouvoir respirer. Le commandant Lempi débranche le pilote automatique et reprend la main. Quand un pilote tient les commandes durant une urgence, il peut diriger l'avion sans avoir à entrer des données dans l'ordinateur. Il peut l'orienter comme il le veut. Une autre alarme retentit. Le feu se propage. C'est un scénario cauchemardesque. L'incendie touche à présent plusieurs zones de la soute. Le système d'extinction ne fonctionne pas et les flammes progressent vite. Non seulement les alarmes ne s'éteignaient pas, mais elles se multipliaient. Il y avait une très forte probabilité d'incendie grave au fond de l'appareil. Quand le danger s'accroît, il est crucial de communiquer clairement. Bahreïn, il me faut une descente d'urgence. Ici UPS 6. Feu. UPS 6, descendez au niveau de vol 270. UPS 6 descend à quelle altitude? Niveau de vol 270. Établir une bonne communication est l'une des premières étapes après avoir mis le masque. Mais les pilotes ont du mal à entendre. Vous m'entendez? Les masques ont des micros intégrés. J'entends strictement rien. En pleine urgence, l'équipage doit les régler pour les faire fonctionner. Cela peut prendre un peu de temps. Il faut trouver la bonne sélection pour le micro, les haut-parleurs au-dessus doivent être allumés, le volume augmenté. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas reprendre la checklist tant que la communication n'est pas établie entre les membres d'équipage. Bahreïn, vous recevez UPS 6? UPS 6, je vous écoute. Au moment où le problème de communication est réglé, un autre surgit, beaucoup plus inquiétant. La fumée. Un cockpit envahi de fumée est une situation terrifiante. On fait tout ce qu'on peut pour l'évacuer de l'avion, et pourtant ça empire. Il commence à faire chaud. Le commandant sent la chaleur. Le feu est juste en dessous de lui. Je dois descendre à 10 000 pieds immédiatement. UPS 6, descendez et maintenez à 10 000 tant que vous voulez. D'angoissante, la situation va devenir terrifiante. Dès qu'il commence à baisser le nez de l'avion, il perd le contrôle des élévateurs. Trouvez ce qui ne va pas. Je maîtrise à peine l'appareil.
C'est très perturbant. La défaillance d'une commande de vol principale peut avoir des conséquences catastrophiques. L'équipage du PS-6 est encore à 22 minutes de l'aéroport international de Dubaï. Je ne contrôle pas l'avion. Quoi? Je ne contrôle pas le tangage. Le tangage incline le nez de l'avion vers le haut ou le bas. C'est vital pour la vitesse R et à l'approche de la piste, c'est vital pour atterrir. Si le commandant parvient à réengager le pilote automatique, l'avion pourrait se stabiliser. Sagement, il décide très vite de revenir à l'automation. Mais la fumée aveugle les pilotes. Vous voyez quelque chose? Rien du tout. Terrifiant est un euphémisme. Il faut une discipline de fer pour conserver sa capacité à piloter l'appareil. À tâtons, le commandant finit par trouver la commande du pilote automatique. La stratégie fonctionne. Pour l'instant, l'avion est stable. Mais retourner à l'aéroport avec des commandes noyées dans la fumée représente encore un immense défi. UPS-6, continuez sur Dubaï quand vous pourrez. Au moment où l'appareil va sortir de son espace aérien, Richard Phillips appelle les contrôleurs des Émirats arabes unis pour s'assurer que Dubaï est prêt à le recevoir. UPS-6 signale un feu de cargaison et a déclaré une urgence. Essayez d'entrer de Dubaï dans l'ordinateur. L'équipage doit programmer le pilote automatique pour le retour sur Dubaï. On va aller sur la 12 gauche. 12 gauche, ok. Malheureusement, l'OPL doit voir le pilote automatique pour le configurer. Je le vois pas. Il est presque impossible de saisir l'ampleur de la tâche pour résoudre ce problème. S'ils arrivent assez près de la piste et qu'ils maintiennent une vitesse adéquate, le dispositif de guidage high-tech de l'aéroport pourrait les aider à poser le 747. Le système d'atterrissage aux instruments, ou ILS, envoie des signaux radio du bout de la piste. Il peut guider l'avion verticalement et horizontalement sur une vingtaine de kilomètres. Le pilote automatique du 747 est très sophistiqué. Il peut capter le signal de l'ILS et amener l'avion pratiquement jusqu'au seuil de piste. Mais le copilote doit d'abord se mettre sur la fréquence du signal ILS de la piste 12 gauche. Tant bien que mal, à travers la fumée, il réussit. UPS-6 est à présent à moins de 20 minutes de la piste. Ok, UPS-6, on va sur la 12 gauche. Direct sur la 12 gauche. À tous les avions stand-by. Les autres vols sont déroutés pour dégager l'espace aérien. Tout le monde attend que l'énorme 747 atterrisse. Donnez-moi un cap si possible, je ne vois rien. Ok, un instant. Phillips va devoir finir de les guider jusqu'à la piste. Abu Dhabi, stand-by. Il doit réagir vite. Ils sont presque sortis de son écran radar. La plupart du temps, les pilotes peuvent au moins voir leurs instruments. Là, le contrôleur devait les aider pour des choses élémentaires. La vitesse R, l'altitude et le cap. Donnez-moi un cap, ça commence à chauffer ici. Juste au moment où l'équipage a le plus besoin de lui, Je reviens vers vous tout de suite. Passez-moi le bloc. Phillips perd le contact. Merci. UPS-6 est hors de portée du radar de Bahreïn. Émirat, ici Bahreïn. J'ai besoin des coordonnées du PS6. Il est sorti de mon écran. Comme il ne peut plus voir le 747, Phillips demande au contrôleur d'Abu Dhabi de le suivre sur leur radar et de lui transmettre les données. Cap 106. UPS-6, le cap est 106. UPS-6, cap 106 si vous pouvez. Un instant plus tard, les pilotes sont confrontés à un problème gravissime. J'ai plus d'oxygène. Tenez bon, ça va? Le commandant ne reçoit plus d'air.
J'ai pas d'oxygène. Je peux pas respirer. Il y a une prise de secours à côté du strapontin à l'arrière du cockpit. Mais le commandant ne peut pas l'atteindre. De l'air. Il n'y a plus qu'une solution, mais elle est risquée. Le mieux qu'il puisse faire, c'est de se lever de son siège et d'aller chercher cet oxygène. Piloté. C'est bon, j'ai les commandes. Aucun pilote ne veut laisser les commandes en cas d'urgence. C'est contraire à tous ses instincts. C'est une décision difficile à prendre. On s'y résout en désespoir de cause. Autrement dit, quand on n'a pas le choix. Les secondes passent et le commandant ne revient pas s'asseoir. Matthew Bell fait face à une terrible réalité. Désormais, il est seul. La situation est 2 fois plus grave pour l'officier pilote de ligne. Le commandant est très certainement inconscient. Il ne communique plus. Et l'OPL est livré à lui-même. M'aidez, quelqu'un m'entend? La réalité s'impose lentement. Le commandant ne reviendra pas. Et une question se pose avec une terrible acuité. Que dois-je faire pour atteindre la piste de Dubaï? L'OPL doit également gérer un autre problème. Non seulement il est hors de portée radar de Bahreïn, mais il sera bientôt hors de portée radio. C'est comme une antenne relais ou une radio AM/FM. Plus on s'éloigne du signal, plus celui-ci s'affaiblit et il finit par mourir. UPS-6 contactez Dubaï sur 132.15. Le contrôleur lui donne une nouvelle fréquence pour appeler la tour de Dubaï, mais ça ne sert à rien. La fumée est trop épaisse dans le cockpit. Je dois rester avec vous, je ne vois pas la radio. Vous pouvez me donner une altitude? Il ne pouvait pas passer sur la fréquence de Dubaï. Et comment parler à quelqu'un qui est hors de portée de votre fréquence radio? La seule solution, rester avec Richard Phillips à Bahreïn. Ce dernier doit réfléchir vite. Sky Dubai 751, transmettez. Sky Dubai 751 reçu. En un éclair, le contrôleur a l'idée de se servir de relais pour communiquer avec l'avion qui est sorti de son rayon d'action. Il réquisitionne un appareil qui vole à portée de la tour de Bahreïn et du PS6. Il fera office de relais et transmettra les messages à destination et en provenance de l'avion en détresse. Simultanément, les contrôleurs d'Abu Dhabi suivent le 747 sur leur radar et fournissent les données à Phillips par téléphone. UPS-6, vous êtes à l'altitude 1500. Ici relais Sky Dubai 751. Ce système improvisé pourrait sauver la vie de l'OPL. Le vol UPS-6 fonce vers Dubaï à 640 km/h. La piste n'est plus qu'à 12 minutes. Dubaï est encore loin? Un pilote seul peut faire atterrir un 747. Mais en cas d'urgence, la charge de travail est colossale. Il ne voit pas ses instruments. Il ne sait pas où il est par rapport au sol ou à l'aéroport. Et il a des problèmes avec les commandes de base. Ça ne peut pas être pire. Plus vite! Donnez-moi un cap direct pour la piste de Dubaï et donnez-moi des vecteurs. UPS-6 demande des vecteurs radar pour la piste. Ok, dites-lui de patienter. UPS-6 demande vecteur piste. À Bahreïn, Richard Phillips fait appel à toute son expérience pour gérer les communications. Les contrôleurs affrontaient une situation inédite. Un pilote qui ne voyait pas ses instruments, et encore moins à l'extérieur. Ils faisaient leur maximum pour lui fournir les informations nécessaires. Vitesse R immédiatement! Immédiatement! Matthew Bell se bat pour sa vie. Pour lui, ces données n'arriveront jamais assez vite. Il y a beaucoup de monde dans la boucle de communication. Les informations doivent passer d'une personne à l'autre, puis à l'autre. Ça prend du temps. Et l'OPL n'en a pas beaucoup. Alors qu'UPS-6 se rapproche de Dubaï, Richard Phillips lutte pour maintenir les lignes de communication ouvertes. Dès qu'un avion relais est hors de portée, il doit aussitôt en trouver un autre.
Dubai One, vous êtes là? Dubai One, allez-y. Dubai One est un appareil du gouvernement, un 747. C'est la voix du commandant Paddy Hearst qui guidera Matthew Bell durant son approche finale. Dubai One, j'ai besoin de vous comme relais pour UPS 6. Très bien. Qu'est-ce que je dois dire à UPS 6? Dites-lui exactement ce que je dis quand je le dis. Les 5 prochaines minutes vont décider du sort d'UPS 6 et de son unique pilote, Matthew Bell. Il dépend maintenant de ses milliers d'heures d'expérience et de formation pour réinventer une procédure d'urgence. Aucun entraînement ne prépare à cette multiplicité de problèmes. Autorisation d'atterrir sur piste 12 gauche. UPS 6, autorisation d'atterrir 12 gauche. Dites-moi quoi faire. Quelle altitude, quelle vitesse, quel cap? Ok. L'OPL doit absolument savoir comment s'aligner sur la piste. Il veut l'altitude, la vitesse et le cap. Donnez-moi l'altitude, la vitesse et le cap. Distance 32 km, cap 115. UPS 6, 32 km, cap 115. UPS 6, vous êtes à 32 km de la piste. L'information est hélas incomplète. C'est comme au jeu du téléphone, on perd un peu dans la traduction. Il y a tellement de monde dans la boucle que chaque information est caduque quand il la reçoit. Ce n'est pas ce qui se passe dans l'instant, c'est ce qui s'est passé il y a un certain laps de temps, plusieurs secondes. Or, il essaie de piloter l'avion en temps réel. Près de l'aéroport, Matthew Bell fait une dernière tentative pour accrocher le signal de la piste. Il enfonce le bouton d'approche ILS. Allez. Il sait que c'est peut-être sa dernière chance d'atterrir sans casse. Si le pilote automatique capte les parties latérales et horizontales de l'ILS, on a une bonne chance de poser l'avion. Il sera peut-être cabossé ou en morceaux, mais c'est votre plus haute probabilité de survie. Pas de trafic entre la piste et l'appareil. Pas de trafic entre la piste et l'appareil. L'OPL fait l'impossible. Il parvient à aligner l'avion sur la piste. Il est trop haut et il va trop vite. Mais ça ne suffit pas. L'avion vole trop vite pour capter le signal ILS. Dans un instant, l'occasion de se poser en sécurité sera passée. Il vole trop vite et trop haut. Il peut faire un 360? Voler en cercle donnerait plus de temps au copilote pour ralentir et réessayer de capter le signal. Vous pouvez faire un 360? Négatif, négatif, négatif. Il est ce qu'on appelle en arrière. Il n'est pas sur le bon profil vertical et ça ne s'arrange pas. S'il ne règle pas le problème, il va y avoir un accident catastrophique. Bell n'abandonne pas. Il programme le pilote automatique pour accélérer sa descente. C'est parti. Il compte arriver vite et à angle abrupt et se débrouiller pour atterrir. Aveuglé par la fumée, il pilote l'avion au toucher. Il déploie les volets et sort le train d'atterrissage. Une alarme l'avertit que le train n'est pas sorti. J'ai pas de train d'atterrissage. Il fait tout ce qu'il peut pour maîtriser un avion gravement endommagé. On est où? C'est quoi notre position? L'OPL a dépassé la piste. Il était assez bien aligné sur le parcours gauche-droite de la piste. Malheureusement, il était trop haut pour atterrir. Peut-il virer à gauche pour une finale sur Sharjah? Le contrôleur a réagi vite. Il savait qu'il y avait une autre piste tout près et il a essayé de le guider jusque-là. Vous pouvez virer à gauche. Sharjah est à 16 km. Donnez-moi le cap. Un léger virage à gauche pourrait l'amener à l'autre aéroport. C'est quel cap, Bahreïn?
Vite, quel cap? Cap 095. Vous êtes en finale sur Sharjah. L'OPL tente de programmer le cap dans le pilote automatique. Il a viré à droite. À droite. Mais au lieu de tourner à gauche, l'avion vire dans le mauvais sens, à 90 degrés à droite. Malheureusement, il a tapé 195. Et au lieu d'incliner à gauche vers Sharjah, l'avion a viré à droite, en s'éloignant de Dubaï et de Sharjah. L'OPL sent que l'avion penche du mauvais côté. Il débranche le pilote automatique pour essayer de corriger sa route, mais il ne peut toujours pas contrôler le tangage manuel. Le nez de l'appareil plonge. Il n'a pas de commande manuelle. Le pilote automatique est débranché et il doit contrôler le tangage sans élévateur. Ma vitesse R. Quelle est sa vitesse R? Vitesse sol 428. L'OPL n'a jamais renoncé à piloter et à poser son avion. Vitesse au sol 428. Vous volez trop vite. 800 pieds. Vous êtes à 800 pieds. Terrain, montée. 300 pieds, n'importe quelle piste. N'importe quelle piste, UPS 6. Terrain, montée. C'est possible, grimper immédiatement. UPS 6, grimpez immédiatement. Terrain, montée. Terrain, montée. Terrain, montée. Alors, Contact perdu. Le vol UPS-6 s'est écrasé sur une base militaire à 16 km de l'aéroport international de Dubaï. Aucun des pilotes n'a survécu. L'officier pilote de ligne Matthew Bell, qui a lutté jusqu'au dernier instant, laisse une femme et une petite fille de 4 ans. Le commandant Doug Lampe était marié et père de 4 enfants. C'est l'une des pires catastrophes aériennes survenues à Dubaï. Et pour la première fois, la personne chargée de l'enquête est un Émirati, le directeur du bureau des accidents aériens, Khalid Al-Ressi. C'était un vendredi soir, durant le mois du Ramadan. On a reçu l'appel peu après. Il sait qu'il est face à l'un des plus grands défis de sa carrière. C'est un des aéroports les plus fréquentés de la région. Et UPS est un important transporteur. Il était essentiel de connaître la raison de ce crash. Il a déjà une piste importante. Les pilotes ont dit au contrôleur que l'avion était en feu. Mais il ne sait pas ce qui a causé l'incendie, ni comment il a pu endommager à ce point un 747. L'appareil de 220 millions de dollars est réduit en cendres. Ces débris méconnaissables sont éparpillés sur un site de la taille de 6 terrains de football. L'avion s'est écrasé à très grande vitesse. Il y avait plein de petits fragments. Et quand cela arrive, cela signifie que l'enquête va être très difficile. Khalid Al-Ressi nomme le Néo-Zélandais Darren Straker chef des enquêteurs. C'est un homme d'expérience que les Émirats arabes unis ont recruté récemment. Allez, au boulot! Il faut examiner toutes les pièces. La première question est, qu'est-ce qui a pris feu? Comment cet objet est-il arrivé à bord? Pourquoi le système anti-incendie n'a-t-il pas fonctionné? Et comment ce 747 est-il tombé du ciel au milieu d'une grande ville? Le 747 étant de construction américaine, Qu'est-ce qu'il vous faut? Al-Ressi fait également appel à des enquêteurs du NTSB, l'équivalent américain du BEA. Grâce aux communications des contrôleurs, on savait déjà qu'ils avaient subi un incendie catastrophique avec tout ce que ça implique. Il fallait maintenant comprendre comment c'était arrivé.
Des centaines de 747 sillonnent le ciel. L'équipe nouvellement formée a besoin de réponses, et vite. Quadriller tout le site, centimètre par centimètre. La première étape consiste à récupérer le maximum de débris. Ça s'appelle manger l'éléphant. Par où commencer? Une bouchée à la fois. On cherche d'abord les enregistreurs de vol, les boîtes noires. On retrouve presque immédiatement l'enregistreur phonique. Il doit pouvoir restituer toutes les conversations du cockpit. Mais il n'y a pas trace de l'enregistreur de paramètres et la chaleur du désert complique encore des recherches difficiles. Il fallait trouver l'enregistreur de données. On a décidé de fouiller carré par carré, on a délimité des sections de 10 mètres de côté et on a progressé en ligne à partir du début du champ de débris. Entre-temps, les enquêteurs espèrent que l'enregistreur phonique leur fournira des pistes. Feu, pont principal avant. Or, il ne fait que soulever d'autres interrogations. Je prends les commandes. Vérifiez la checklist. Ok. 2 et 3 éteints. L'enregistrement prouve que les pilotes ont réagi rapidement. Le dispositif de lutte anti-incendie a été enclenché immédiatement. Pourquoi n'ont-ils pas pu atteindre l'aéroport? Ces systèmes auraient dû empêcher l'accident, mais ça n'a pas été le cas. J'ai pas d'oxygène. Je peux pas respirer. J'ai été frappé par la vitesse à laquelle les problèmes se sont succédés. Comment un feu peut-il devenir incontrôlable au point qu'il est presque impossible de maîtriser l'avion et que l'équipage est en danger? Au bout de 3 jours de recherche, la seconde boîte noire est retrouvée. L'enregistreur de données de vol devrait contenir des informations sur l'origine du feu et sa propagation. Voyons ce que Washington peut en tirer. Les enquêteurs ne sauront rien avant d'avoir envoyé l'enregistreur à un labo du NTSB. Les boîtes noires résistent au feu et à la chaleur jusqu'à un certain point, mais elles ne sont pas indestructibles. Elles peuvent être brûlées ou endommagées par la chaleur et par l'impact. Terrain, montez. Au-delà de la limite du champ de débris, les enquêteurs font une découverte inattendue. En regardant en dehors de la zone brûlée, on a vu un petit buisson d'à peine 1 mètre de haut, planté là tout seul, calciné et loin du site principal. Une petite pile au lithium était coincée dans les branches. Le feu l'avait fait exploser et elle avait été éjectée dans le buisson. Ce petit élément de preuve induit une nouvelle théorie inquiétante. Le manifeste de chargement indique qu'UPS-6 transportait des centaines de caisses de piles au lithium ou d'appareils électroniques en contenant. 81 000 piles. Une cargaison très dangereuse. Le manifeste précisant la quantité de piles à bord nous a mis dans la bonne direction. C'était une bonne piste. Les piles au lithium sont extrêmement inflammables. Elles fournissent jusqu'à 10 fois plus d'énergie que les piles alcalines, ce qui explique leur durée prolongée. Mais leur contenu chimique explosif peut s'enflammer si elles sont endommagées. Est-ce là ce qui s'est passé dans la soute du vol UPS-6? Joseph Panagiotou, du NTSB, est spécialiste en incendie et explosifs. On a déjà vu une palette de caisses de piles prendre feu sur le tarmac alors qu'on allait la charger dans l'avion. On sait que c'est une possibilité. On ne peut rien en conclure, mais c'est un des principaux suspects. La demande n'a jamais été aussi forte. Plusieurs milliards de piles au lithium sont fabriquées et expédiées dans le monde entier chaque année. Il y a des piles au lithium dans tout ce qu'on utilise. Dans nos voitures, dans nos maisons, dans chaque avion qu'on prend. Elles sont partout. Aux États-Unis,
Darren Strecker pratique une série d'analyses en laboratoire pour vérifier le degré d'inflammabilité des piles au lithium. Les résultats sont spectaculaires. Quand il chauffe une unique boîte contenant 100 piles, elle prend feu rapidement. Les flammes atteignent des températures de 1100 degrés. On a été très surpris de voir qu'une petite pile au lithium de taille AA pouvait surchauffer jusqu'à exploser et provoquer un incendie incontrôlable. On n'avait encore jamais vu ça. Les données de l'enregistreur de vol sont téléchargées. Les enquêteurs étudient chaque paramètre pour tenter de reconstituer les étapes de la détérioration de l'appareil. De nombreux systèmes ont cessé de fonctionner ou se sont déconnectés. On a pu commencer à établir une chronologie des pannes, à les relier physiquement à l'avion. L'étape suivante consiste à cartographier les défaillances et à les utiliser pour suivre le trajet de l'incendie. Les données brossent le tableau saisissant d'un feu intense qui ravage la soute à un endroit critique. Toutes les pannes sont juste derrière le cockpit. Quand on connaît le 747, on sait qu'il a une bosse caractéristique à l'avant. Elle comprend le cockpit et le pont de chargement est dessous. Une grande partie du câblage, les câbles des commandes, les fils électriques, traversent cette zone à l'arrière de la bosse, juste au-dessus du compartiment de la soute où le feu a déclenché les premières alarmes. Qu'y avait-il donc dans les containers placés sous les câbles? Bingo. Des piles au lithium. On a trouvé des caisses de piles relativement grosses, juste en dessous d'un des points vulnérables de l'avion. Beaucoup d'énergie entassée dans un espace très étroit. Ça a été un grand moment quand on a compris. On tenait la solution au problème de l'origine et de la cause des pannes. Dans la soute encombrée, les flammes mordent vite les autres containers, dont beaucoup renferment aussi des piles. On les a soumises à des tests. Elles se transforment parfois en projectiles enflammés qui propagent le feu et l'aggravent encore. Au moment où l'alarme retentit dans le cockpit, le feu est déjà trop intense pour que le système d'extinction en vienne à bout. Le câblage des commandes de vol manuelles est directement sur sa trajectoire. Mais heureusement, pas le pilote automatique. Il peut toujours envoyer des signaux électriques au cerveau qui gère les commandes. Mais quand le commandant débranche le pilote automatique, l'appareil devient presque impossible à maîtriser. Je ne contrôle pas le tangage. Le feu détruit rapidement d'autres systèmes, dont l'alimentation en oxygène du commandant et les commandes du train d'atterrissage. J'ai pas de train d'atterrissage. Mais pour Darren Strecker, les dernières actions de l'OPL ont prévenu une catastrophe encore plus grave. 300 pieds, n'importe quelle piste. Au dernier moment, dans un avion qu'il contrôle à peine, C'est possible, grimper immédiatement. Il parvient à éviter de justesse une banlieue de Dubaï. À la toute fin, il actionne certaines commandes de mouvement. S'il l'avait fait 2 secondes plus tard, il se serait écrasé sur cette zone résidentielle. Il savait ce qu'il attendait. Et grâce à l'avertisseur de proximité de sol, il savait aussi que le temps pressait. Les enquêteurs ont une dernière question. La soute du 747 est doublée d'un revêtement résistant aux flammes qui l'enveloppe d'un bouclier protecteur. Les systèmes essentiels auraient dû être préservés.
Nous devions comprendre la raison de cette défaillance pour sauver des vies dans le futur. Pour découvrir comment le feu a pu percer le revêtement de la soute, les enquêteurs effectuent un autre test étonnant. On a fait des essais avec une cargaison modèle. Toute la palette s'est embrasée. On était derrière des vitres, à une quinzaine de mètres, et je sentais la chaleur. Les tests ont mis en évidence non seulement l'énergie, mais le facteur temps. Cette masse d'énergie contenue a été libérée si rapidement qu'elle a engendré un événement catastrophique, et les pilotes n'ont pas eu le temps d'atterrir. Le revêtement a brûlé, et les flammes se sont propagées très vite, en dévorant les principaux dispositifs de commande. Une fois que le seul point faible, le revêtement, s'est désintégré, l'alimentation en oxygène n'est plus protégée, les commandes de vol non plus, l'environnement du cockpit non plus. Il n'y a plus rien. Ça se résume à un unique point faible. Comment imaginer qu'un avion neuf puisse avoir ce genre de problème, que toutes ces pannes puissent se produire? Le rapport final souligne la nécessité d'équiper les soutes de détecteurs de fumée et d'extincteurs plus performants. Il requiert également de nouveaux containers résistants au feu. Le rapport final sur UPS-6 préconise 36 mesures de sécurité. Ce nombre dit de lui-même toute l'importance des leçons que nous avons tirées de cet accident. Un grand changement se produit déjà dans l'industrie du fret, à savoir le concept de détection d'incendie dans le container. Plutôt que de compter sur les détecteurs de fumée ou de flammes des soutes elles-mêmes, qui sont immenses, on va pouvoir repérer les feux sur les palettes, à l'intérieur des containers. On n'attendra plus qu'ils se propagent et qu'il soit trop tard. Chez UPS, tout le personnel pleure les victimes. Avant même la publication du rapport, la direction prend des mesures pour renforcer la sécurité des pilotes. L'entreprise teste un nouveau container capable de supporter une chaleur de 650 degrés pendant 4 heures. Ce type de container permettra à nos équipages et à tous les pilotes du monde de poser leur appareil, quel que soit l'endroit où il se trouve. UPS a également amélioré la... On a imposé des masques à oxygène complets, que les pilotes peuvent enfiler d'une seule main. Ces 3 secondes pourraient leur donner le temps de réagir si la fumée envahit le cockpit. Nous serons aussi le premier transporteur international à installer le système EVAS de vision améliorée. Ce nouveau dispositif crée une bulle d'air hermétique qui permet aux pilotes de voir à la fois leurs instruments et l'environnement extérieur si le cockpit est enfumé. L'industrie a tenu compte du rapport. Elle réduit peu à peu les risques et le public est conscient que les piles au lithium représentent un sérieux danger. Si toutes les recommandations de sécurité émises dans le rapport de l'autorité de l'aviation civile sont appliquées, les accidents de ce genre seront évités. Des désastres qui marquent